29 septembre 1918, front occidental. Des milliers de soldats américains, britanniques et australiens montent à l'assaut de la portion la mieux fortifiée d'un vaste système de défense construit par les Allemands à l'hiver 1916, la ligne Hindenburg. À la fin de l'été 1918, l'Allemagne est exsangue. Sur le front de l'Ouest, les défaites s'enchaînent. Après leur grande offensive du printemps, les Allemands se sont repliés derrière leur principal système de défense. Les Alliés le savent, c'est l'occasion ou jamais. Il faut harceler l'ennemi, ne pas lui laisser le temps de se réorganiser. Un seul mot d'ordre, il faut percer, et vite. Mais la ligne Hindenburg est supposée imprenable. Tranchées, réseaux de barbelés, bunkers, nids de mitrailleuses, autant de pièges mortels qu'il va falloir déjouer. Pire encore, les Allemands ont intégré un obstacle de taille à leur dispositif de défense, le canal de Saint-Quentin. Construit sur ordre de Napoléon Ier, il constitue de véritables douves naturelles, barrant la route des Alliés. Le tunnel de Riqueval a même été transformé en caserne militaire. Des milliers d'hommes vivent ici, à l'abri des bombardements. Journaliste et historien, j'ai voulu connaître les raisons pour lesquelles les Allemands s'étaient repliés à l'été 1918 derrière la ligne Hindenburg et découvrir comment les Alliés sont parvenus à franchir le canal de Saint-Quentin. Quelles tactiques ont-ils mises en place? Quels moyens humains et matériels ont-ils mobilisés? J'ai recueilli des témoignages. On va utiliser tout ce qui est possible pour pouvoir franchir le canal. Les Américains vont devoir attaquer sans véritable soutien roulant d'artillerie. J'ai traversé le temps. J'ai récolté des indices. Des passionnés d'histoire vivante ont reconstitué pour moi la dureté des combats. Avec eux, grâce à eux, j'ai compris qu'une nouvelle guerre avait débuté à l'été 1918. Une guerre moderne, un affrontement annonciateur d'autres conflits bien plus terribles encore. Sur cette partie du front où toutes les nations ont été mobilisées, les Alliés ont relevé l'un des défis les plus périlleux de la Première Guerre mondiale, prendre d'assaut la ligne Hindenburg. Été 1918. Après les grandes offensives allemandes du printemps, les Alliés ont repris l'initiative. Suite au succès des contre-offensives franco-américaines sur la Marne du 18 juillet au 6 août 1918, les Allemands sont refoulés au nord du fleuve. Le maréchal Douglas Haig, commandant en chef du corps expéditionnaire britannique, décide alors d'attaquer sur la Somme. L'objectif, réduire la poche créée par l'ennemi en Picardie depuis le mois de mars. Le 8 août, les troupes franco-britanniques, appuyées par les corps australiens et canadiens, attaquent à partir d'Amiens. Surpris par l'absence de préparation d'artillerie, les Allemands sont totalement submergés par les quelques 456 chars d'assaut qui fondent sur leur position. Au cours de la seule journée du 8 août, journée de deuil de l'armée allemande, comme l'écrira le maréchal Ludendorff dans ses mémoires, les Alliés auront progressé de près de 16 km et fait plus de 6500 prisonniers. À la fin de l'été, les Alliés ont déjà bien entamé leur campagne de reconquête. En septembre, les troupes franco-britanniques continuent de percer vers le nord. Après la reprise totale de la Somme, l'objectif est clair: continuer de harceler les Allemands pendant leur repli en les poursuivant jusqu'à une importante ligne de défense derrière laquelle ils vont se retrancher, la ligne Hindenburg.
Construit à l'hiver 1916-1917 à l'initiative des généraux Paul von Hindenburg et Erich Ludendorff, ce vaste système de fortification est censé permettre à l'armée allemande de se replier sur un front plus court et ainsi de concentrer ses forces sur une position beaucoup mieux défendue. Établie de 10 à 50 km en arrière du front, la ligne s'étend de la mer du Nord à Verdun. Elle se décompose en 5 zones opérationnelles, reliées entre elles par des cordons défensifs. La plus puissante d'entre elles, longue de près de 160 km, surnommée Siegfried, relie la région de Lens au nord à celle de Reims au sud. Achevée en à peine 5 mois par plus de 500 000 ouvriers, parmi lesquels des civils allemands, des Français et des Belges astreints au travail forcé, mais aussi des prisonniers de guerre russes, la ligne Siegfried est constituée de tranchées de 5 mètres de profondeur, s'étendant sur une largeur de 4 km. Des ceintures de barbelés, larges de 20 mètres minimum, sont installées devant la première ligne. Les casemates de tir et les abris sont protégés par du béton armé et des plaques d'acier. En outre, 3 km devant cette ligne principale, un cordon composé d'avant-postes plus légèrement défendus est destiné à ralentir l'assaillant. Entre ces deux lignes, un no man's land de près de 2 km est couvert par un important barrage d'artillerie et de mitrailleuses. Des fossés anti-chars sont progressivement mis en place. Historien, Frank Wiltard est également chargé de mission pour le centenaire de la Grande Guerre. Franck, pour quelles raisons les Allemands ont-ils construit cette puissante ligne fortifiée en retrait du front ? Alors pour bien comprendre la ligne dite Hindenburg, il faut avoir l'esprit que dès le début de la guerre, en fait, l'Allemagne se targue de mener une guerre défensive. Elle porte la guerre en dehors de ses frontières pour, selon elle, se prémunir de la menace des empires britanniques, de la Russie et de la France. Et ce sentiment défensif va être exacerbé quand, de fait, la ligne de front s'arrête à l'ouest. Et en 1916, après l'échec de la bataille de Verdun et de la Somme, l'état-major allemand va théoriser en fait une défense élastique. Et le 8 septembre, à quelques kilomètres d'ici, 1916, à Cambrai, une réunion de l'état-major à laquelle assistent Hindenburg et Ludendorff va décider de construire ici la ligne Siegfried pour les Allemands, appelée ligne Hindenburg pour les Alliés. En fait, il s'agit véritablement de s'accrocher au terrain. Oui, complètement. On fait venir des géologues allemands, des topographes. Ils vont utiliser absolument et avec une grande efficacité la topographie, les cours d'eau, canaux, rivières et utiliser les points hauts pour faire des observatoires. Et elle est véritablement fortifiée, c'est-à-dire le bunker tel que celui sur lequel on est, eh bien on les retrouve sur toute la ligne. Alors il ne faut pas imaginer la ligne Hindenburg comme une ligne continue de bunkers, mais les Allemands vont utiliser effectivement le béton, un matériau très résistant pour standardiser un certain nombre d'abris, comme celui sur lequel on se trouve ici, le long de cette ligne. Mais la ligne est aussi une ligne très en profondeur, avec des lignes de barbelés, des interlignes, Zwischenstellung, et puis d'autres lignes pour l'artillerie. C'est véritablement une frontière élastique qui permet de contre-attaquer aussi. Quand les Allemands se replient sur cette ligne au mois de mars 1917, ils tendent un piège en fait déjà aux Alliés qui vont, avant la bataille du chemin des Dames et d'Arras, tomber dans le vide ici sur ce secteur de la ligne Siegfried. Ils ont compris qu'avec ce système défensif, ils vont pouvoir attendre aussi en 1917, c'est la théorie aussi de la guerre sous-marine à outrance, pour pouvoir battre la Russie et se préparer en 1918 à repartir à partir de cette ligne à l'offensive. Déjà en avril 1917, les Français s'étaient frottés au redoutable système de défense allemand. Ils ne s'étaient pas rendus compte du piège qui leur était tendu. Le 16 avril, après une importante préparation d'artillerie, le général Nivelle mettait son plan à exécution. Ce fut un fiasco. L'offensive a été enrayée dès le premier jour. Les Français ont avancé d'à peine 500 mètres au lieu des 10 km prévus. Pourtant, malgré l'échec stratégique patent de Nivelle et sa promesse de ne pas poursuivre l'attaque au-delà de 48 heures, les combats s'étaient éternisés. 30 000 hommes étaient tombés en 10 jours. Les combats
s'était même prolongée jusqu'au mois d'octobre 1917. Un an après le traumatisme du chemin des dames, les Français, renforcés par leurs alliés, vont à nouveau devoir percer cette ligne supposée imprenable s'ils veulent mettre un terme à une guerre qui dure depuis désormais 4 ans. Au mois de septembre 1918, le maréchal Foch, commandant en chef des forces interalliées, orchestre 3 grandes offensives. Leur but, percer la ligne Hindenburg et bouter les troupes allemandes hors de France. Au nord, des troupes belges, anglaises et françaises doivent attaquer dans les Flandres pour reprendre la Belgique. Au sud, les forces franco-américaines devront libérer la Lorraine et la Champagne. Enfin, au centre du dispositif, 2 armées britanniques devront percer la portion la mieux fortifiée de la ligne Hindenburg, entre Cambrai et Saint-Quentin. La 3e armée au nord, la 4e au sud, c'est dans ce secteur que l'effort principal doit avoir lieu. Franck, en quoi consiste la stratégie élaborée par le maréchal Foch et les Alliés à l'orée de l'automne 1918 ? Eh bien, Foch, qui commande donc toutes les armées alliées depuis le mois de mars, qui est maréchal depuis le mois d'août, sait qu'il est fort de ses succès dans la Somme, dans l'Aisne, dans la Marne, en Meuse-Argonne, et qu'il faut à tout prix que l'Allemagne soit à genoux et qu'il faut empêcher l'Allemagne de gagner du temps. Et donc, il déclenche une offensive générale sur tout le front le 29 septembre 1918. Et dans quel état, à ce moment-là, est l'armée allemande véritablement ? Alors, l'état moral et physique de l'armée allemande est catastrophique à la fin de l'année 18. L'état-major allemand estime qu'entre 500 et 1 million d'hommes n'ont pas rejoint leur unité. Il faut dire aussi qu'à ce moment-là, l'état de l'Allemagne, des civils allemands, l'Allemagne est assez exsangue. Oui, tout à fait. Et à tel point que ça va se répercuter dans l'armée. Au mois d'octobre, la flotte allemande se mutine. On a aussi des révoltes populaires, des grèves. L'Allemagne est complètement à genoux. Et le 1er octobre, le journal allemand Vorwärts titre « L'Allemagne est dos au mur et face à elle, la mort ». Et malgré ça, les Allemands vont s'arc-bouter sur la ligne Hindenburg. Oui, effectivement, à la fin du mois de septembre 1918, l'armée allemande n'a pas d'autre choix que de tenir cette dernière ligne de défense sur laquelle on se trouve. Finalement, c'est un petit peu le dernier acte de cette stratégie défensive des Allemands depuis le début de la guerre. Oui, effectivement, l'Allemagne se targue de mener une guerre défensive contre les empires britanniques, russes et français. Et donc ici, sur la ligne Hindenburg, ils savent qu'ils ont un dernier rempart qu'il faut à tout prix empêcher les Alliés de passer. Il faut savoir que l'armée allemande, quand elle est au front, elle est très bien organisée, elle est surtout maîtrisée par des chefs déterminés à tenir. Elle dispose encore, au 1er octobre, de 200 divisions sur tout l'ensemble de la ligne de front de l'Ouest. Donc elle est loin, loin d'être battue. Si l'ensemble de la ligne Hindenburg est réputée indestructible, elle l'est encore davantage entre Cambrai et Saint-Quentin. Ici, il ne s'agit pas d'une, mais bien de 4 lignes fortifiées aménagées les unes derrière les autres. Une première reliant les avant-postes allemands. Derrière elle, la ligne Hindenburg elle-même, doublée en profondeur par 2 autres lignes, celle passant par le Catelet et encore plus à l'est, celle de Beaurevoir. Elles sont complétées par un véritable réseau de tranchées protégées par des casemates et des ceintures de barbelés larges de 40 mètres. Enfin, depuis le printemps 1918, les Allemands tiennent également les 3 premières lignes de tranchées anciennement britanniques. Au total, ce ne sont pas moins de 7 lignes de défense s'étendant sur 11 km de profondeur qui se dressent face aux Alliés. Le 11 septembre 1918, les Britanniques parviennent à reprendre la première de ces 7 lignes. Elle servira de rampe de lancement pour le déclenchement de l'attaque, confiée aux 1e et 4e divisions australiennes.
Comme toutes les nations du Commonwealth, les Australiens sont mobilisés dès le début du conflit. Après l'entrée en guerre de l'Empire ottoman aux côtés des puissances centrales en octobre 1914, ces troupes sont envoyées en Égypte. En accord avec les gouvernements australiens et néo-zélandais, les Britanniques créent alors l'Australian and New Zealand Army Corps, l'ANZAC, placé sous les ordres du général anglais Birdwood. 50 000 Diggers, c'est leur surnom, sont réunis à Alexandrie. Après s'être illustrés sur le front d'Orient, notamment dans les Dardanelles, lors de la bataille de Gallipoli en avril 1915, l'ANZAC est transféré en France au début de l'année 1916. Les corps australiens et néo-zélandais sont alors séparés et affectés à des secteurs de front différents. De juillet à novembre, les Australiens combattent dans la Somme. À l'été 1917, ils sont dans les Flandres, où ils subissent les ravages de l'hypérite, plus connu sous le nom de gaz moutarde. Olivier Dirson guide les visiteurs sur les champs de bataille de Picardie et du nord de la France. Pour quelle raison le commandement britannique confie-t-il aux Australiens le soin de percer la ligne Hindenburg en septembre 1918 ? Alors, il faut savoir que depuis le début de la guerre, les Australiens ont été de toutes les batailles. En 1918, pendant l'offensive de printemps allemande, l'opération Michel, Amiens se retrouve très exposé. Il s'agit d'un centre stratégique vital pour l'armée britannique. Les Australiens vont être appelés en urgence pour rejoindre le secteur de la Somme pour stopper les Allemands à Villers-Bretonneux. Après 3 semaines de combat, les Australiens vont stopper cette avancée allemande. Le problème pour l'armée britannique à cette période de l'année est qu'ils sont pratiquement en sous-effectif dans toutes leurs divisions à cause des pertes des offensives allemandes, y compris les Australiens. Cependant, le général Rawlinson, qui est le général britannique de la 4e armée, est quand même très content d'avoir les Australiens sous la main parce que malgré le fait qu'ils soient en sous-effectif, leur expérience est extraordinaire. On a de nombreux témoignages de soldats et d'officiers allemands comme quoi les troupes australiennes sont considérées comme étant des troupes d'élite. Dans la nuit du 17 au 18 septembre 1918, les hommes des 1e et 4e divisions australiennes se mettent en position. Soutenus au nord et au sud par les Britanniques et appuyés par un important tir de barrage, ils déclenchent leur attaque à 5h20 du matin. L'objectif, s'emparer de la ligne des avant-postes allemands et des 2 anciennes tranchées britanniques. Les Diggers sont très vite confrontés aux tirs des mitrailleuses ennemies, mais parviennent tout de même à progresser, grâce notamment à l'emploi de 8 chars d'assaut de type Mark V. Long de 8 mètres et large de 3,55 m pour une hauteur d'environ 2,60 m, le Mark V est très proche de son prédécesseur, le Mark IV. Pesant plus de 25 tonnes pour un blindage de 16 mm d'épaisseur, il est équipé d'un moteur Ricardo de 125 chevaux lui permettant d'atteindre les 7,5 km/h. Sa forme allongée lui permet de franchir plus facilement les ravins et les tranchées. Très maniable, un seul homme est nécessaire pour le piloter. 7 autres membres d'équipage peuvent prendre place à bord. 2 versions du Mark V ont vu le jour. Une version mâle, munie de 2 canons de 57 mm Schneider et de 4 mitrailleuses Lewis, et une version femelle, équipée exclusivement de 6 mitrailleuses Lewis. Au total, 400 véhicules seront fabriqués entre 1917 et 1918. L'association belge Paul Capel 1917 est parvenue à reconstituer un char Mark IV, une réplique plus vraie que nature. Nice to meet you. Enchanté, Stein. Enchanté. Ce Mark IV est vraiment très gros. Mais est-ce que c'est un bon char? C'était un excellent char il y a 100 ans, pendant la Première Guerre mondiale. Pour l'époque, c'était une grande avancée technologique et les soldats étaient bien heureux de pouvoir compter dessus. Quelles étaient ses spécificités techniques? Eh bien, le moteur, par exemple, était particulièrement puissant et fiable.
À l'époque, quand un char lourd d'environ une vingtaine de tonnes avançait sur le champ de bataille, l'argile se collait sur ses chenilles et il fallait alors beaucoup de force pour s'en extirper. Quand a-t-il été utilisé pour la première fois? Il a été utilisé pour la première fois lors de la bataille de la Somme en 1916 et ensuite à Passchendaele en juillet 1917, puis en novembre 1917 à Flesquières, ici en France. Le 18 septembre 1918, d'autres chars Mark V, factices ceux-là, sont également déployés pour tromper l'adversaire. Les Australiens parviennent finalement à briser les défenses de l'ennemi et s'emparent de ses positions. Le père William Devine du 48e bataillon raconte. Le reste des Allemands avaient couru jusque dans un fossé de l'autre côté de la colline et la plupart d'entre eux avaient pris position le long d'une route encaissée. Leur situation était critique. Ils étaient à la merci de nos tirs d'artillerie. Jamais je n'avais vu autant de cadavres éparpillés sur une si petite étendue de terre. Beaucoup de ceux qui sont sortis sous le déluge de feu avaient les mains levées en signe de reddition. 189 d'entre eux ont été faits prisonniers. À la fin de la journée du 18 septembre, les deux divisions australiennes ont atteint presque tous leurs objectifs et fait plus de 4000 prisonniers. Les lignes d'avant-postes allemandes vont désormais pouvoir servir de point de départ pour l'attaque principale, confiée elle aussi aux troupes australiennes. Mais le lieutenant-général Monash, commandant en chef du corps australien, ne l'entend pas de cette oreille. Il a déjà perdu beaucoup d'hommes et ceux qui lui restent sont épuisés par de longs mois de combat. Des mutineries ont déjà éclaté dans les rangs australiens. Afin de soulager les Diggers, le général britannique Rawlinson décide de placer sous le commandement de Monash deux divisions américaines, les New-Yorkais de la 27e et les Sammis de la 30e, originaires de Caroline du Sud et du Tennessee. Un renfort bienvenu, même s'il s'agit de troupes inexpérimentées. 217 officiers et sous-officiers australiens sont chargés de les encadrer. Ces deux divisions ont passé l'été à s'entraîner auprès des Britanniques. Elles ont également pris part au combat dans la région d'Ypres au début du mois de septembre. Entre le 24 et le 25 septembre, les Sammis rejoignent les Australiens dans le secteur, non sans mal. La 30e division américaine subit un important tir d'artillerie au moment où elle prend ses positions. Elle repousse un assaut allemand le 25 septembre dans l'après-midi et contre-attaque le lendemain. Dans le secteur de la 30e division américaine, la progression s'avère plus simple. En revanche, sur le flanc gauche, les hommes de la 27e rencontrent beaucoup plus de difficultés car les Allemands tiennent toujours leurs principaux points fortifiés, le Knoll, ainsi que les fermes Guillemont et Quenemont. Quelle est la mission attribuée aux Américains de la 27e division d'infanterie ? Alors on va confier à la 27e division et à la 30e division américaine, qui forment le 2e corps américain, de prendre les avant-postes allemands de la ligne Hindenburg. Il faut savoir que les Américains sont ici sous commandement britannique et que le général Douglas Haig ne voulait pas utiliser les Américains dès les premiers combats. Et finalement, Rawlinson, qui commande l'armée britannique ici, va convaincre Haig d'utiliser les Américains pour la bataille dite des avant-postes. On va leur confier de prendre les positions de la ferme de Guillemont, la ferme de Quenemont et le fameux Knoll, un peu plus au nord de Bonny. Ce 27 septembre, ça sera très difficile pour les Américains puisqu'ils vont tomber face à des défenses allemandes qu'ils ne pensaient pas être aussi redoutables. Ils se tiennent ici au moindre recoin de la ligne Hindenburg. Ça sera très compliqué. On aura des combats au corps à corps. Il faudra prendre chaque ligne mitrailleuse les uns après les autres. Et les Américains ont aussi un problème, c'est qu'ils ont un déficit d'officiers. Il n'y aura plus que 18 officiers en ligne ce jour-là. Et notamment l'un d'entre eux, le plus connu, c'est le lieutenant Turner, qui devra lui-même, avec son Colt 45, se dresser devant les positions allemandes. Il mourra ce jour-là. Et c'est exactement ici que ça s'est passé. Oui, il y a la ferme Quenemont, la ferme Guillemont et le Knoll, c'est juste en face de nous.
Le 27 septembre 1918, le lieutenant William Turner, accompagné de quelques-uns de ses hommes, s'élance à l'assaut des positions allemandes au niveau du bois Malakoff. Seuls 2 des 18 officiers de la 27e division d'infanterie américaine sortiront indemnes de cette journée du 27 septembre. Malgré ces actes de bravoure, les Américains ne parviennent pas à remplir leurs objectifs et les Allemands s'accrochent à leurs positions les mieux défendues. Face à ce sérieux contretemps, Monash demande à Rawlinson de différer la grande offensive prévue 2 jours plus tard. Fin de non-recevoir, conformément à la stratégie prônée par Foch, commandant en chef des forces interalliées, il ne faut pas desserrer l'étau sur l'adversaire. L'assaut est prévu le 29 septembre. Il aura bien lieu le 29 septembre. Le plan établi par Monash prévoit de percer les défenses allemandes selon 3 axes de pénétration. Au nord, la 27e division américaine, appuyée par la 3e division australienne, devra attaquer en direction du village de Bonny. Au centre du dispositif, les Américains de la 30e progresseront en direction de Bellicourt avant d'être relayés par les Australiens de la 5e division d'infanterie. Enfin, plus au sud, les Britanniques de la 46e North Midland Division attaqueront en direction de Belle-Anglise. Pour toutes ces unités, la tâche s'annonce périlleuse. Elles devront progresser en terrain totalement découvert, franchir des crêtes, des vallées et des routes encaissées. Un terrain qui favorise nettement la défense. De plus, sur cette partie du front, les Allemands ont parfaitement su intégrer à leur système défensif une voie de communication qui fait désormais office de véritable obstacle naturel pour les Alliés, le canal de Saint-Quentin. Réalisé en plusieurs étapes à l'initiative de Napoléon Ier, sa construction est achevée en 1810. Il doit permettre l'approvisionnement de Paris en charbon. Long d'un peu plus de 92 km, il assure la jonction entre l'Escaut, la Somme et l'Oise et passe par Cambrai, Saint-Quentin pour redescendre jusqu'à Chauny. Olivier, comment les Allemands s'y sont-ils pris pour fortifier les rives du canal ici? Alors le système défensif qui est programmé, entre guillemets, par les Allemands est construit dès septembre 1916. Il va s'agir d'une succession de lignes de tranchées très profondes, d'abris bétonnés de toutes sortes, de postes de mitrailleuses et de mortiers de tranchées. Il faut savoir que le sol de la Picardie est un sol crayeux. Donc c'est très facile en Picardie de creuser des abris profonds, des tranchées profondes. Les Allemands vont donc utiliser tout cela à bon escient. Un autre facteur très important est que forcément ici on a le canal qui va donc se transformer en une tranchée extrêmement profonde, oui, c'est des douves, naturelle, en fait, hein. Absolument. On est comme entre 2 remparts de châteaux forts. Et la nature du terrain tout autour de nous est une succession de crêtes et de vallées profondes. Vous avez la nature du terrain, la topographie, le savoir-faire allemand en matière de système défensif, tous les ingrédients nécessaires pour élaborer un système défensif extraordinaire
qui va être considéré très longtemps comme imprenable par l'armée française et l'armée britannique. Sur la partie nord du canal de Saint-Quentin, un tunnel souterrain s'étend sur près de 6 km entre Bellicourt au sud et les abords du village de Bonny au nord. Il a été creusé pendant 8 ans par des milliers de prisonniers. Un chantier titanesque qui permet d'éviter la construction de plusieurs écluses. Comme le tunnel est insuffisamment ventilé, aujourd'hui encore, un treuil appelé Touer y tracte les péniches à moteur. Olivier, comment les Allemands avaient-ils pu aménager ce tunnel ? Des milliers de soldats vont devoir vivre nuit et jour dans le tunnel. Donc ça nécessite énormément d'aménagement. L'électricité va être installée, des postes de chauffage, des tunnels souterrains vont être creusés par l'armée allemande, reliés à tout leur système défensif des environs. On va creuser de nouvelles salles, de nouvelles pièces sur les côtés, de façon à pouvoir installer des postes de premiers soins, un hôpital. Il faut que les soldats puissent manger, il va donc y avoir des cuisines. 30 péniches vont être reliées les unes aux autres tout au long du tunnel. C'est là que les soldats principalement vont dormir. C'est une véritable garnison de plusieurs milliers d'hommes. Oui, on est dans une forteresse souterraine, véritablement. C'est une forteresse que les Allemands ont voulu créer et on a ici un centre un peu d'intervention de troupes protégées de tous les bombardements possibles. Le plus puissant obus est incapable de pouvoir les atteindre. Et à partir du tunnel, ils vont pouvoir envoyer des troupes, du ravitaillement, du matériel, dans tous les points de leur système défensif le long du canal de Saint-Quentin. Et pendant l'offensive, les Américains, eux, vont passer par-dessus. Ils sont juste au-dessus de nous, un petit peu plus de 15 mètres au-dessus de nous. Le 29 septembre, à 5h50 du matin, les 2 divisions américaines déclenchent leur attaque, suivies de près par les 2 divisions australiennes et appuyées par environ 150 chars Mark V et Renault FT. Très rustique, le Renault FT est manœuvré par un équipage de 2 personnes, un chef de char, tireur et un pilote. Le chef de char est debout ou assis sur une sangle située juste derrière le conducteur. En raison de l'absence de système de communication interne et de cloison entre le poste de conduite et la tourelle, il donne ses ordres au pilote en appuyant l'un de ses genoux contre son dos pour changer de direction et en tapant sur son casque pour démarrer ou s'arrêter. Si la 30e division d'infanterie américaine parvient à progresser, sur le flanc gauche de l'attaque, la 27e est en grande difficulté, incapable d'atteindre les objectifs qui lui étaient assignés. Elle est contrainte de s'élancer sans préparation d'artillerie. Où est-ce qu'on est ici, Franck ? Eh bien, nous sommes dans le cimetière américain de Bonny, dans le nord du département de l'Aisne, où reposent 1844 corps de soldats américains morts dans les combats de la Somme et de l'Aisne en 1918. Originaire de New York principalement, puisque c'est la 27e division d'infanterie américaine. Oui, on pourrait l'appeler le cimetière des New-Yorkais finalement, parce que la 27e division va payer ici un tribut très lourd dans les combats de fin septembre. Et ce sont des gars originaires de Brooklyn, de Manhattan, du Bronx qui vont tomber ici fin septembre 18. Donc ils ont attaqué dans cette portion de la ligne Hindenburg très précisément. On se trouve exactement à l'aplomb des premières lignes allemandes de la ligne dite Hindenburg. La ligne s'étend sur plusieurs lignes de défense, mais ici c'est la première ligne que vont devoir attaquer, et en tout cas les avant-postes que vont devoir attaquer les Américains le 27 septembre 1918. Et comment se déroulent ces attaques ? Alors le 29 septembre, pour les Américains, ça sera terrible. Déjà, il y a un problème de barrage d'artillerie. Il y a la confusion depuis le 27 septembre. On ne sait pas trop où sont les Américains. Et donc, les Britanniques qui ont l'artillerie lourde vont procéder à un tir, non pas roulant, qui devait suivre l'avancée des Américains, mais un tir de barrage qui va tomber loin derrière les lignes, à près de 900 mètres. Donc les Américains vont devoir attaquer sans véritable soutien roulant d'artillerie, et surtout dans un brouillard, avec des conditions terribles. Le
le brouillard est partout, on ne sait pas trop où sont les chars, les Australiens qui pressent derrière, donc ça sera très très dur, et surtout les Allemands qui connaissent très bien le terrain, qui sont retranchés derrière ces avant-postes, vont se défendre bec et ongle. C'est un petit peu un problème récurrent de cette armée américaine qui arrive avec sa fougue, son enthousiasme, mais aussi d'une certaine manière qui est assez inexpérimentée. Oui, alors la 27e division et la 30e division, qui appartiennent au 2e corps, n'ont pas eu beaucoup de temps pour s'entraîner. Elles s'entraînent avec les Britanniques, à la différence des autres divisions américaines qui s'entraînent à la guerre de tranchées avec les Français. Mais il ne faut pas retirer à ces Américains la volonté de se battre. Eux, ils veulent repartir aux États-Unis avec l'expérience d'un combat victorieux. Ils savent très bien qu'ils sont à la fin de la guerre. Et donc, ils vont partir au combat avec cette fougue et cette hargne, mais malheureusement avec une certaine inexpérience. Ouais. Ce 29 septembre, le 107e régiment de la 27e division américaine perd près de 600 hommes. Jamais un régiment américain n'aura connu autant de pertes en une journée de combat au cours de la Première Guerre mondiale. Pire, il faut remonter à 1863 et la bataille de Gettysburg en pleine guerre de sécession pour connaître pareille hécatombe. Dans ces conditions, les Australiens de la 3e division d'infanterie se retrouvent à devoir défendre désespérément des positions qui auraient déjà dû être occupées par les Sammis. Monash, très agacé par l'inexpérience et les manquements américains, écrira après la bataille « Au cours de cette bataille, ils ont démontré leur inexpérience de la guerre et leur ignorance des méthodes de combat élémentaires employées sur le front français. Des lacunes qui leur ont coûté très cher. » Les hommes de la 30e division d'infanterie s'en sortent mieux que leurs camarades de la 27e. Malgré l'épais et brouillard qui ne facilitent pas la coordination entre les unités, les Américains parviennent à percer la ligne Hindenburg au niveau de Bellicourt, bien appuyés par les diggers australiens. Ensemble, ils s'emparent même de l'entrée sud du tunnel de Rickeval. Mais quand les Alliés investissent le tunnel, il n'y a plus personne. Les Allemands ont eu le temps de se replier en empruntant les passages souterrains qu'ils ont creusés pour rejoindre leurs autres lignes de défense. Alors que les Américains de la 30e division poussent leur avantage à l'est du canal en s'emparant des villages de Bellicourt puis de Norrois, au sud, les Britanniques de la 46e North Midland Division déclenchent leur assaut entre les communes de Rickeval et Belle-Anglise. Quelques jours plus tôt, les Britanniques sont parvenus à dérober aux Allemands des plans leur fournissant des détails cruciaux sur l'organisation de leurs fortifications dans le secteur. Dans la nuit du 28 au 29 septembre 1918, l'artillerie britannique se met en branle. Quelques 1600 canons de tout calibre sont déployés. Près d'1 million d'obus sont tirés. 30 000, remplis de gaz moutarde, s'abattent principalement sur les postes de commandement et les nids de mitrailleuses allemands. Appuyés par la Royal Air Force, les Britanniques et leurs blindés progressent rapidement. Dans ce secteur, le canal de Saint-Quentin constitue un véritable fossé naturel de près de 15 mètres de haut par endroit. Il est extrêmement difficile à traverser, d'autant que les Allemands ont fortifié et parsemé la rive est de nombreux nids de mitrailleuses. Comment les Britanniques vont-ils réussir à franchir ce canal? S'il n'y a pas de pont, comment s'effectue la traversée? Eh bien, il faut les fabriquer. Alors, des gilets de sauvetage
vont être réquisitionnés aux compagnies anglaises du ferry qui traversent la Manche. La Royal Navy également va participer à la fête. Les troupes du génie évidemment sont mises à contribution, vont fabriquer des ponts flottants, enfin tout ce qui peut être utilisé, des canaux de sauvetage. Enfin, on va utiliser tout ce qui est possible pour pouvoir franchir le canal. Le canal n'est plus entre guillemets maintenu, entretenu par les Allemands depuis de nombreuses années. Donc il faut imaginer entre 1 et 2 mètres d'eau quand même, et le canal est jonché de débris de toutes sortes. C'est une espèce d'eau stagnante qui ressemble un peu à un marécage putride. Pour traverser tout cela, les troupes du génie vont suivre l'infanterie. Dès que la berge ouest du canal va être atteinte, ça va être leur boulot d'installer tout cela. On va mettre en place les ponts. Les soldats vont sauter dans l'eau avec les gilets de sauvetage. Tout le monde s'accroche les uns aux autres pour s'aider. On fait passer les échelles qui vont servir à gravir l'autre pente qui se trouve ici. Voilà, on est un véritable rempart. On se retrouve un peu dans une situation encore médiévale. Il faut passer au-dessus d'un rempart incroyable. Donc toute la préparation d'artillerie et surtout le rôle là, des troupes du génie est absolument vital parce qu'il faut avoir les moyens techniques de pouvoir franchir. Il y a les moyens militaires bien entendu, il faut combattre parce que les Allemands eux, défendent leur position, vont empêcher ce franchissement du canal, mais il y a toute cette partie technique, vous devez pouvoir franchir le canal et ça ne se fait pas comme ça, on ne marche pas sur l'eau. Olivier, l'infanterie est parvenue à traverser sur des passerelles. Comment les Britanniques vont-ils réussir à faire passer le matériel lourd sur l'autre côté de la rive? Il va falloir utiliser le pont de Rigval, qui se trouve juste derrière nous, qui est le dernier pont en dur intact sur le canal. Mais pour pouvoir le faire, il va falloir s'en emparer. Olivier, c'est donc ce pont que les Britanniques prennent le 29 septembre 1918. Absolument. Il n'y a pas d'autre solution que de capturer le pont intact afin de pouvoir le traverser avec d'importantes quantités de matériel et si possible avec les tanks. Si jamais le pont n'est pas pris, la seule solution pour les Britanniques, ça sera de faire un très long détour de plusieurs kilomètres vers le sud ou vers le nord. Comment se passe l'assaut ici? Comment on peut l'imaginer? Alors, il faut imaginer les troupes d'infanterie qui attaquent en même temps que les troupes du génie parce que le pont a été piégé par les Allemands. Et l'objectif des Allemands est de détruire le pont au tout dernier moment puisqu'il peut toujours servir éventuellement pour une contre-attaque allemande ou pour permettre à des troupes allemandes de pouvoir faire retraite. L'objectif des Britanniques est de capturer le pont avant qu'il ne soit détruit par les Allemands. Donc, il faut absolument pouvoir déminer ce pont après l'avoir capturé. Donc les troupes du génie participent à l'assaut. Les positions de mitrailleuses allemandes qu'ils protègent vont être capturées. On parle d'un assaut à la baïonnette. Dès que le pont est pris, les troupes du génie se précipitent pour retirer la dynamite qui a été installée par les Allemands pour éviter sa destruction. À ce moment-là, la route est ouverte vers l'autre côté du canal de Rive. Absolument, on peut faire passer du matériel lourd en utilisant ce pont en dur et essayer de l'utiliser pour infiltrer les défenses allemandes à l'aide des tanks. Le 2 octobre 1918, sur ce même pont, le brigadier général John Campbell félicitera ses hommes. Un photographe immortalisera cet instant. C'est donc ici qu'a été prise la célèbre photo. Oui, c'est une célèbre photo qu'on retrouve dans tous les livres d'histoire. On peut voir le général Campbell en train de féliciter ses troupes. Alors, Campbell est sur le pont, on a vu que le pont a tenu, il n'a pas été détruit. Les troupes sont de l'autre côté. Alors en essayant d'y regarder de plus près, on voit que les soldats ont l'air détendus. On en voit même certains avec des casques allemands sur la tête. Des trophées de guerre ont été récupérés.
On est début octobre 1918, les combats ont toujours lieu et font toujours rage, seulement quelques kilomètres par rapport à nous, vers l'est, mais les troupes savent maintenant que le plus gros du travail a été fait. Les Britanniques parviennent finalement à franchir le canal et s'emparent du village de Belle-Anglise. Le 29 septembre, ils font plus de 4200 prisonniers dans les rangs allemands. Mais la ligne Hindenburg n'est pas encore définitivement percée et les combats se poursuivent à l'est du canal. L'attaque du 29 septembre met notamment en évidence la grande vulnérabilité des blindés alliés. En l'espace de 15 minutes, 9 chars ont été détruits à proximité de Cabaret Wood Farm, où les Allemands sont encore solidement retranchés. Le 30 septembre, les 2 divisions américaines sont relevées. Les Diggers des 3e et 5e divisions australiennes vont devoir poursuivre seuls le combat. Après d'intenses combats dans les jours qui suivent, ils parviennent à percer définitivement la ligne Hindenburg puis s'emparent du second cordon défensif qui passe par le Catelet. Sur les flancs, les 13e et 9e corps britanniques progressent eux aussi en direction de la dernière ligne défensive allemande qui passe par Beaurevoir, objectif final de l'offensive. Au cours de leur progression, Britanniques et Australiens doivent faire face à un nouvel obstacle de taille, Joncourt. Intégré à la dernière ligne de défense allemande, le village a été entièrement fortifié. Ses abords sont truffés de blocos en béton, pouvant accueillir jusqu'à 2 mitrailleuses MG-08. Le 1er octobre 1918, les Alliés déclenchent leur attaque. Parmi les hommes qui prennent part à l'assaut ce jour-là, se trouve le célèbre poète britannique Wilfrid Owen. Lieutenant au sein du Manchester Regiment, il raconte à sa mère le soir même « J'ai perdu toutes mes facultés terrestres. Je me suis battu comme un ange. Accompagné d'un caporal qui me suivait tel une ombre et me protégeait comme le font tes prières, j'ai capturé une mitrailleuse allemande et fait quelques prisonniers. Je n'ai tué qu'un seul homme avec mon pistolet. » Au soir du 2 octobre, le village de Joncourt est aux mains des Alliés qui sont parvenus à enfoncer la ligne Hindenburg sur 17 km. Épuisés, les 3e et 5e divisions australiennes sont enfin relevées. Dans les jours suivants, les Alliés parviennent à nettoyer les autres villages aux abords de la ligne de Beaurevoir. Le 5 octobre, à 6 h du matin, les Australiens attaquent en direction de Montbrun. Après d'intenses combats, ils parviennent à s'emparer du village et font plus de 400 prisonniers. En 17 jours de combat, 5500 Diggers auront été blessés ou tués. Au 10 octobre, la ligne Hindenburg est définitivement percée. Dans les jours suivants, les Alliés poursuivent leur avancée vers l'Est, soumettant un à un les îlots de résistance allemands. Le 7 novembre 1918, une rencontre est organisée entre les délégations françaises et allemandes dans le village de Flamangerie, à 50 km à l'est de Saint-Quentin. Franck, c'est donc ici que débute finalement
l'épilogue de la Première Guerre mondiale. Oui, on est en tirage sur la commune de la Flamengrie et c'est ici que le 7 novembre 1918, vers 20h, une délégation de plénipotentiaires allemands se porte à la rencontre des premières troupes françaises. À ce moment-là, dans quel état est l'armée allemande ? Alors, il faut savoir qu'après l'enfoncement de la ligne Hindenburg, le 29 septembre, c'est d'ailleurs le jour où le général Ludendorff va lui-même dire qu'il n'y a plus d'autre échappatoire pour l'Allemagne que de signer un armistice. Même s'il fait volte-face ensuite, et il sera contraint à la démission le 26 octobre, effectivement, l'Allemagne n'a plus d'autre choix que de réclamer l'armistice. La situation politique face à la révolution spartakiste et militaire de l'armée allemande oblige l'Allemagne à cet état de fait. Mais est-ce que c'est la situation politique de l'Allemagne à ce moment-là qui oblige l'armée allemande à finalement signer cet armistice, ou alors est-ce que les troupes allemandes sont encore capables de se battre? Alors ça, c'est une grande question et c'est effectivement dans ce moment précis qu'après naîtra le fameux mythe du coup de poignard dans le dos de l'Allemagne qui était encore en capacité de se défendre. Mais effectivement, l'effondrement de la ligne Hindenburg et des combats qui suivront montrent que l'Allemagne n'avait plus du tout la capacité militaire à contenir l'armée et les offensives alliées. Donc finalement, cette dernière offensive sur la ligne Hindenburg consacre la fin de l'armée allemande également. Oui, c'est la consécration de la fin de l'armée allemande, mais c'est aussi un moment crucial pour l'histoire de l'Allemagne puisqu'elle remet ici son destin dans les mains des négociateurs de l'armistice. Le monument de la pierre d'Audroy se dresse à l'endroit exact où les délégations françaises et allemandes se sont rencontrées ce 7 novembre 1918. Ce soir-là, à 20h20, le cessez-le-feu est sonné. La guerre est censée être finie. Et pourtant, pendant 4 longues journées, les combats vont se poursuivre et des centaines d'hommes vont encore tomber avant que l'armistice ne soit enfin signé, en forêt de Compiègne, le 11 novembre 1918.